Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste marché pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mars 2021. Nous voici donc pour les marchés en action afin de faire un point complet sur les différentes classes d'actifs. Bienvenue à tous. Par avance, mes excuses si vous entendez des bruits d'échafaudage puisqu'il démonte un échafaudage dans l'immeuble d'à côté. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement, ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Comme d'habitude donc, nous nous retrouvons pour les marchés en action, vidéo qui est tous les mardis après-midi sur la chaîne YouTube de Zone Bourse. Je vous invite, si vous ne les connaissez pas déjà, à découvrir le Morning Meeting d'Anthony Bondin que vous avez en version écrite sur le site, mais également en version audio pour pouvoir l'écouter dans la voiture. Vous pouvez aussi découvrir Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac qui est publiée tous les jours sur la page principale de zonebourse.com. Au sommaire de cette émission, un focus marché sur les derniers développements, les records historiques des indices, la stabilisation des matières premières, le nouveau record historique du Bitcoin. Ensuite, on passe aux actualités économiques et au calendrier de la semaine. Et puis ensuite, on passe au top flop pour matérialiser un peu avec des graphiques ce qui se passe en termes d'injection de liquidité, de macroéconomie, de rebond de l'économie, donc de flux au niveau des traders. Donc des graphiques qui sont là pour vous aider à apprécier un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Focus marché, actualité économique et top flop, c'est la première partie d'émission, ça dure à peu près 20 minutes. Et ensuite, dans un second temps, on passe sur la plateforme de ProRealTime pour étudier vos actions préférées. Alors, focus marché. Nouveau record historique du Dow Jones suite à la signature du plan de relance américain de 1900 milliards de dollars et de chiffres d'inflation inférieurs aux attentes. Alors vous savez, la semaine dernière, dès le début de semaine, eh bien, le ton était donné, les acheteurs prenaient la main pour fêter donc les avancées du plan de relance qui a été plus tard signé dans la semaine. Et à chaque fois qu'on a mis une pierre à l'édifice de ce plan de relance, eh bien les marchés ont continué de grappiller à la hausse. Fin de semaine passée, on avait aussi les chiffres d'inflation qui étaient attendus. Vous savez, l'inflation qui est vraiment au cœur des débats actuellement, qui dit reprise économique forte, dit tension sur l'inflation, dit pression sur les taux d'intérêt à la hausse et donc pression sur les banques centrales. Or, parce que les chiffres d'inflation sont ressortis supérieurs aux attentes, eh bien, ça a rassuré les investisseurs et on a donc eu ces nouveaux records historiques sur les indices américains avec, notons-le par contre, un Nasdaq qui est toujours un petit peu à la traîne, qui reprend un peu du poil de la bête sur les deux dernières séances, mais qui sinon est quand même à une encablure de ses plus hauts historiques par rapport au Dow Jones et au S&P 500. Nouveau record historique du DAX, nouveau record annuel pour le CAC 40 à 6080 points, donc même acabit que la semaine passée. Les indices européens continuent leur rattrapage, profitant notamment de leur composition en cyclique, bancaire, valeurs industrielles, parce que comme nous l'avons vu à maintes reprises dans les dernières émissions, il y a eu une rotation majeure qui s'est faite des valeurs growth, de croissance, vers les valeurs cycliques, les valeurs value. Reprise forte aux USA, ça se voit dans les chiffres économiques. Par contre, on a de l'indécision en Europe avec des nouvelles mesures de confinement. Assiste-t-on à une troisième vague en France et en Allemagne notamment? On a une visibilité faible à ce sujet et ça pèse un petit peu sur les marchés. Ce qui pèse également sur les marchés, c'est les tensions sur les taux d'intérêt. On en parlait il y a quelques minutes. Les marchés semblent s'accommoder, dirons-nous, d'un 10 ans américain au-dessus des 1,5%. Il est à 1,6% actuellement. C'est vraiment au cœur des discussions en ce moment, la hausse des taux, les anticipations d'inflation. Et c'est ça qui pèse un petit peu sur les marchés parce que si vous voulez, si vous avez les taux d'intérêt qui remontent trop vite, le marché obligataire redevient attractif.
alors que le marché action perd de son attractivité. Et donc si les taux montent trop vite, trop haut, trop fort, ça pressurise la Banque centrale sur sa politique d'une part, et puis ça rend le marché obligataire plus intéressant que le marché action. La Fed est donc attendue au tournant au sujet des taux et de l'inflation, et le rendez-vous est donné mercredi soir à 19 h. Je rappelle que cette semaine, les indices américains ouvrent une heure plus tôt. On ouvre à 14 h 30 et non pas 15 h 30. On ferme aussi une heure plus tôt à 21 h au lieu de 22 h. Et les statistiques sont publiées aussi une heure plus tôt, donc 13 h 30 au lieu de 14 h 30 pour la plupart des statistiques importantes. Comme je vous le disais la semaine dernière, les opportunités se font plus rares sur les small caps qui sont un peu délaissés au profit des valeurs du SRD, du CAC 40, les grosses capitalisations qui elles-mêmes par contre approchent de résistance. Ce n'est pas étonnant puisqu'on a un CAC 40 qui est de retour sur ses plus hauts de début 2020, un CAC 40 qui arrive donc sous une résistance majeure et donc de nombreux titres, même s'ils sont fortement haussiers, qui arrivent eux aussi sous des résistances. Les bancaires notamment, pour prendre BNP en exemple, qui a gagné 45% en l'espace de quelques semaines seulement. Le pétrole, lui, consolide sous les 67 $, alors que les nouvelles mesures de confinement en Europe et les problèmes de la campagne AstraZeneca suscitent des inquiétudes pour la demande en énergie. Qui dit ralentissement de la campagne de vaccination en Europe, dit ralentissement ou recul de la reprise. On a d'ailleurs Deutsche Bank, par exemple, ce matin, qui abaissait ses prévisions de croissance pour 2021. C'est-à-dire que jusqu'ici, les prévisions de croissance n'étaient que relevées au fur et à mesure pour l'année 2021, que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis. La semaine passée, je vous ai dit qu'on attendait potentiellement 5, 6, voire plus de % de croissance aux États-Unis au deuxième trimestre. En Chine, le gouvernement attendrait jusque 7,8% de hausse de croissance en 2021. En Europe, là, à court terme, on est en train de revoir un tantinet les estimations. Pour la France, par exemple, on visait les 6% de croissance en 2021, on est en train de les rabaisser à 5,5%. Donc le pétrole, en fait, traduit le fait que jusqu'ici, on attendait une reprise économique durable, forte et rapide. Et avec ces mesures de confinement et les retards de vaccination, eh bien, cela pourrait prendre un petit peu plus de temps. L'or a trouvé un soutien sur son bas de canal à 1680 $. On a vu ça la semaine dernière. Il a repris les 1700 $, mais on ne parle pas de mouvement de reprise fort pour le moment. On parle de stabilisation dans la baisse. L'argent, lui, a réussi à rebondir sur les 25 $ et il est un petit peu au-dessus. En fait, les matières premières, les métaux précieux sont pressurisés par les taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt réels se tendent, plus ils remontent, moins l'or qui ne rapporte pas de rendement est intéressant, est attractif. Donc c'est ce qui explique justement que ces dernières semaines, ces derniers mois, on a eu des taux d'intérêt qui se soient tendus et on a l'or qui a baissé. Est-ce qu'on arrive sur un point dur? C'est possible. C'est possible qu'on arrive sur un point dur sur les taux, qu'on soit peut-être allé un peu vite en besogne et que l'or et l'argent aient donc trouvé des supports clés. Quant au Bitcoin, il a continué sa course haussière, il a inscrit un nouveau record historique ce week-end, il a touché les 60 000 $, et après avoir gagné 43% en seulement 13 jours, il consolide de 10% sous ce record. Voilà, parce que je dis ça parce que souvent à la télé, dès que le Bitcoin perd 5, 10, 15%, on en fait tout un fromage, mais on oublie d'expliquer qu'il perd 10% après en avoir gagné 40%, que les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts et qu'il est haussier. On va jeter un coup d'œil rapide à la plateforme de ProRealTime pour regarder les actifs dont je viens de vous parler. Donc le CAC 40, le voici, haussier depuis la crise du Covid, une hausse en 2 temps, une reprise technique dans un premier temps, une reprise ensuite soutenue par les élections américaines et le vaccin, ici en novembre. Depuis, on est dans une reprise haussière forte dans l'anticipation justement que l'année 2021 soit une année de fort rebond économique et que tout rentre dans l'ordre. C'est ce qui explique que le CAC 40 soit monté aussi haut, aussi fort, aussi vite.
sur ses records pratiquement de 2020. Le CAC 40 hier a fait 6080 points, il était pratiquement de retour sur sa plus haute clôture de l'année 2020. Donc le DAX l'a passé, le CAC est juste dessous. On verra dans les séances, dans les semaines qui viennent, si cette barrière arrive à être passée ou si au contraire on entame une consolidation dessous. Pour l'instant, c'est fortement haussier au-dessus des 6000 points. On va dire qu'entre 6000 et 6120, le record de 2020, c'est une zone tampon, une zone de stabilisation, de neutralité. Et c'est fonction de l'appétit pour le risque des investisseurs, de la Fed mercredi, des chiffres d'inflation, que l'on va voir si le marché a encore la force de pousser un cran plus haut, si les indices américains inscrivent de nouveaux records historiques, le DAX également, le CAC pourrait vouloir suivre, sachant que sur le 440 GR, le 440 Gross Return, avec les dividendes réinvestis, on est de nouveau sur un record historique, un record absolu, sur le même modèle que le DAX. Donc voilà, est-ce qu'une pause va s'imposer sous les 6000 points ou est-ce qu'on stabilise? On va avoir rendez-vous avec la Fed mercredi, on devrait avoir des réponses rapidement. Ensuite, on peut regarder le pétrole qui lui aussi est foncièrement haussier puisque le pétrole anticipe cette forte reprise en 2021. Simplement, on va dire que la forte reprise, le plan de relance, tout ça a été en partie pricé. On apprenait donc cette semaine que la Russie, qui s'était mis d'accord avec l'Arabie Saoudite sur la production, aimerait quand même un petit peu augmenter sa production et donc faire pression sur les prix. En plus de ça, on apprend, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un ralentissement dans les campagnes de vaccination à cause de la pause de nombreux pays sur le vaccin AstraZeneca. Donc voilà, une pause s'imposait sur le pétrole aussi, qui a de nombreux supports et qui peut très bien consolider de quelques dollars étant donné le chemin haussier parcouru précédemment. Donc si vous étiez haussier sur le pétrole jusqu'ici, bravo. N'oubliez pas de remonter vos stops et ou de prendre des bénéfices. Ensuite, l'or. Donc l'or, le voici, haussier à moyen long terme, mais en consolidation depuis plusieurs mois. Et comme je vous l'ai dit, on a touché un point dur à 1680 $. Gros niveau horizontal testé début 2020, puis ensuite après la crise en avril, mai et juin. Donc 1680 $, c'est vraiment un gros seuil sur les cours de l'or. Ceux qui font de la méthode DCA, c'est-à-dire qu'ils achètent un peu d'or mensuellement ou trimestriellement, sont plutôt satisfaits de cette vague de consolidation afin d'en accumuler un peu plus bas et en espérant que par la suite, les banques centrales pressurisent les taux, que les taux réels n'aillent pas plus haut et que les métaux puissent reprendre de la hauteur. Après, hors stratégie de trading, c'est aussi une stratégie d'investissement, d'avoir une pointe de métaux comme de crypto en portefeuille et donc d'être diversifié. Ça, c'est les cours de l'argent qui sont beaucoup plus haussiers et soutenus que ceux de l'or. L'argent est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes, il est au-dessus de la zone des 24-25 $. Pour l'instant, il est relativement neutre. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un peu d'argent dans une optique de diversification de son portefeuille. Tout comme je trouve intéressant d'avoir à moyen long terme un peu de Bitcoin. C'est pas moi qui le dis, ce sont des grandes banques comme JP Morgan ou Morgan Stanley qui ont fait des études en expliquant que si on avait eu ces dernières années 1%, 3% ou 5% de crypto en portefeuille, ça aurait permis de dynamiser la performance. Puisque de mémoire me semble-t-il, le Bitcoin sur les 10 dernières années gagne en moyenne 200% par an. Donc voilà, ça permet de pimenter un portefeuille, de se diversifier. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc le Bitcoin est passé de 42 000 à 62 000, il a pratiquement pris 45% en ligne droite. Il est donc tout à fait légitime qu'il consolide par la suite de 15%. Tant que les plus bas et les plus hauts seront de plus en plus hauts, on est dans une dynamique haussière dans ce qu'appellent les spécialistes des cryptos un bull run. Donc voilà, on a vu les principaux actifs, pétrole, métaux, bitcoin, or. On peut passer à la suite. On peut passer aux actualités économiques. Alors donc la semaine dernière, il y a eu les chiffres d'inflation aux États-Unis. L'inflation est ressortie en baisse, enfin
par rapport aux attentes, 0,1% alors que le consensus attendait 0,2%. Les opérateurs craignaient une hausse de l'inflation, elle n'a pas eu lieu, donc ça a rassuré les opérateurs et les indices ont continué de monter. La semaine dernière, on avait également rendez-vous avec la BCE qui s'est montrée plus accommodante qu'anticipée en annonçant qu'elle augmenterait le rythme des achats d'actifs dans son programme PEPP, le programme d'achat d'urgence pandémique, au cours du trimestre à venir et afin de juguler les taux. En effet, on avait le 10 ans français qui revenait positif, on avait les taux donc en zone euro qui se tendaient de partout et la BCE a donc voulu intervenir. Ce qu'il y a, c'est que les banques centrales doivent montrer qu'elles ont la main, mais si l'inflation continue de monter, et au vu des chiffres, elle devrait continuer de monter graduellement dans les mois à venir, ça pourrait faire tanguer un petit peu les marchés. À ne pas rater cette semaine, donc l'ouverture des marchés américains à 14h30 et non pas 15h30, fermeture donc une heure plus tôt, à 21h. Les statistiques paraissent une heure plus tôt aux États-Unis. En Europe, demain, un chiffre subsidiaire, le chiffre final de l'inflation à 11h. Aux USA, on aura le FOMC, donc c'est la réunion de la Fed avec discours de Jérôme Powell, donc ça c'est mercredi à 19h. L'indice de la Fed de Philadelphie jeudi à 13h30. Et puis en Australie, pour ceux qui font du Forex, on notera le taux de chômage jeudi à 1h30 qui peut engendrer de la volatilité. On va passer au top flop. Donc le top flop pour pouvoir imager un peu ce qui se passe sur la planète finance. Alors souvent c'est des top, notamment en ce moment, puisqu'on a des chiffres historiques dans les interventions de banques centrales, dans l'argent qui est dépensé par les gouvernements ou les banques centrales sur les marchés, dans les entrées de particuliers sur les marchés, les liquidités déversées ou à venir. Donc ici à gauche, vous avez un graphique qui montre le pourcentage d'actions qui battent un record de 52 semaines. Donc c'est le nombre d'actions aux États-Unis qui font un nouveau plus haut annuel. Et en fait, ce chiffre montre qu'il y a ces dernières semaines plus de 20% qui ont fait des nouveaux records historiques. Donc, ça vient justifier en fait le fait qu'on n'est pas dans un simple rebond technique, dans un faux mouvement. On est pour le moment, depuis un an, dans un marché haussier, continuel, soutenu. On inscrit des nouveaux plus hauts historiques sur une bonne partie de l'ensemble de la cote. Donc, c'est un mouvement puissant. Ce mouvement puissant, il est soutenu par des mesures historiques. Ici, vous avez les interventions du gouvernement américain, les dépenses du gouvernement américain par rapport à son PIB. Vous pouvez voir que pendant la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, l'État met la main à la poche et soutient énormément l'économie. Et vous pouvez voir que ici, on est dans des proportions records. On n'est pas encore au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, mais on a dépassé celui de la Première Guerre mondiale et de la Grande Récession post-1929. On est dans des proportions 2 fois supérieures à la crise des subprimes, la fameuse crise des bancaires en 2008. Donc voilà, le gouvernement américain dépense 879 millions toutes les 60 minutes. Et je vous disais, je crois que c'était la semaine dernière, ou en tous les cas je le mettais sur Twitter, que les banques centrales injectent plus de 1 milliard de dollars toutes les heures. Parce que si vous prenez 24 heures fois 280 jours ouvrés, vous trouvez 5 ou 6 000 dollars. Et encore, elles en ont investi beaucoup plus. Avec les plans de relance, on dépasse les 10 000 milliards de dollars, soit 10% du PIB mondial. Je vous ai mis des graphiques aussi qu'on retrouve souvent sur la toile pour un petit peu les expliquer et expliquer pourquoi ils ne sont pas si négatifs que cela. Ça, c'est un graphique qui vous montre le poids de l'indice mondial, donc la World Market Cap, l'ensemble de la capitalisation boursière mondiale par rapport au PIB mondial. Et on voit qu'on est dans des proportions historiques et que la capitalisation boursière mondiale représente 81,6% du PIB mondial. Mais, vous voyez le petit point rouge ici. Le petit point rouge, c'est que
Si les marchés restent au même cours qu'actuellement, mais que l'économie reprend des forces et que le niveau du PIB excède de nouveau le PIB 2020, alors le ratio entre la capitalisation boursière mondiale et le PIB devrait redescendre d'un cran. Or, je vous ai mis ici à droite le graphique, et vous voyez un graphique en fait du PIB. Donc ici en orange, en bleu c'était la courbe normale du PIB qui ne fait que monter dans le temps puisqu'on est dans un monde de croissance éternelle. Ça c'est la crise du Covid avec la fameuse reprise en V. Et vous voyez qu'en fait, on attend à partir du deuxième trimestre, on s'attend à ce qu'en fait le PIB dépasse les niveaux pré-crise. Donc, grâce aux injections de liquidités sur les marchés, grâce au plan de relance des États, grâce à toute cette relance économique mondialisée, on atteindrait des niveaux de PIB supérieurs à 2020 relativement rapidement cette année 2021. Et donc c'est ce qui explique que le ratio entre la capitalisation boursière mondiale et le PIB mondial pourrait retomber. Ce qui justifierait en quelque sorte un tantinet le fait qu'on soit à des niveaux de prix aussi stratosphériques. Pour toujours vous imager, vous montrer à quel point cette reprise économique est stimulée et violente, vous avez ici dans différentes couleurs en fait la reprise du PIB américain après des épisodes de récession. 1981, 2001, 2008. Et on voit que parfois, après un épisode récessif, le niveau de PIB a mis vraiment beaucoup de temps à se reprendre. Regardez ce qu'on a fait là. Creux en V, reprise rapide, et là on est en train d'exploser les scores et de repartir sur une croissance phénoménale. Elle est ici représentée à droite. Vous voyez, j'ai vraiment essayé d'avoir tous les graphiques possibles et imaginables pour pouvoir vous imaginer, que vous puissiez mieux vous représenter ce à quoi on s'attend. Je publiais un graphique, je crois qu'il est après, sur les gérants qui sont haussiers. En fait, 91% des gérants sont haussiers sur la reprise économique en cours. En gros, tout le monde pense que la reprise économique est repartie, qu'elle va être extrêmement forte en Asie, aux États-Unis, en Europe. Vous voyez qu'ici, JP Morgan s'attend à 8% de croissance du PIB américain au deuxième trimestre. Voilà. Et 7% au troisième trimestre. D'ailleurs, ça doit être un chiffre de Global Real GDP, donc croissance mondiale. Donc vous voyez que faible reprise au premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième trimestre, donc en gros l'année 2021, c'est censé être de la croissance extrêmement forte. Et c'est là où c'est un jeu un peu compliqué pour les banques centrales, c'est que si la croissance est aussi forte, l'inflation pourrait être relativement forte et elle pourrait mettre à mal en fait les politiques des banques centrales. Ici à gauche, c'est un graphique pour vous montrer que sur un an, les ventes au détail et la production industrielle en Chine explosent. C'est tout simplement parce que la base de comparaison, c'est le trou d'air qu'on a eu 2020, en début 2020 avec le Covid. Donc forcément, la hausse paraît impressionnante quand on compare de période à période les mois de janvier, février ou mars 2020 et 2021. Mais c'est un peu, voilà, c'est quand on voit ce genre de graphique, si vous voulez, qu'on comprend pourquoi les marchés, là, jouent une reprise forte dans tous les sens. Le petit bémol, mais pour l'instant, les marchés s'en accommodent, c'est le nombre de cas de Covid dans certaines zones économiques, notamment en Europe, avec ici en France la courbe du nombre de nouveaux cas confirmés, qui remonte progressivement. On parle de troisième vague en Europe, en France et en Allemagne, et c'est pour ça que nous pendonnons de nouvelles mesures de confinement. Cher ou pas cher, un autre ratio, le Nasdaq 100 par rapport au S&P 500. Pareil, on pourrait dire que on est revenu à des niveaux de bulle sur le Nasdaq 100 qui est cher par rapport au S&P 500. Mais il faut aussi comparer le monde d'avant, le monde actuel. En 2000, on avait énormément de sociétés Internet qui ne gagnaient pas d'argent. En 2021, ces mêmes sociétés Internet, excusez-moi,
sont des leaders mondiaux et font des taux de croissance et sortent des bénéfices qui n'ont jamais été vus de toute l'histoire des marchés. Ici un graphique de l'effet Dunning-Kruger qui a été partagé par Value sur Twitter. Je trouve ça intéressant. Ici vous avez le niveau de confiance, ici vous avez le niveau d'expertise. Alors c'est rigolo d'avoir le logo Facebook ici. En gros au début quand on apprend une spécialité, l'investissement boursier, l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou autre, très rapidement on va apprendre des choses et le niveau de confiance va exploser, mais très rapidement on va se rendre compte que plus on creuse, et bien plus le niveau d'expertise redescend, la confiance redescend, on sait qu'on ne sait pas, j'aime beaucoup cette phrase, je sais que je ne sais pas, et puis ensuite on va commencer à faire un apprentissage de moyen long terme, et peut-être un jour à approcher un niveau de maîtrise. Donc en fait, au début, on apprend beaucoup de choses et après, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question en permanence, de toute façon, sur les marchés boursiers. On sait qu'on ne sait pas, on sait qu'on a des records historiques tous les ans en tout, en volatilité, en volume, en pourcentage de hausse, de baisse, etc. Donc il faut toujours être curieux et apprendre. Et ne jamais être sûr de soi, sinon les marchés vous rappellent à l'ordre très rapidement. Et puis dernier graphique, ici vous avez le VIX, l'indice de la peur, qui en 2018-2019 donc s'est stabilisé et a fait plusieurs petites vaguelettes avant de s'envoler avec le Covid. De nouveau ici on est en train de se stabiliser en vaguelettes, le VIX est sur ses plus bas, il est sur une zone de soutien. Ça ne veut pas dire que le VIX va s'envoler et que les indices vont chuter, mais ça veut dire un petit peu comme une cocotte minute, effectivement, qu'à tout moment, les marchés peuvent être un petit peu secoués parce qu'il y a de la complaisance, parce qu'on est sur des niveaux de prix historiques et parce qu'on sent bien qu'avec ces thématiques d'inflation, de croissance, de vaccins, eh bien, le marché peut un peu passer du jour à la nuit, du jour au lendemain. Et puis à droite, c'est un graphique lunettes rose, c'est le pourcentage de gérants interrogés par Bank of America Merrill Lynch. 91% des gérants anticipent une économie plus forte qu'attendue, une reprise économique très forte. C'est donc tous les graphiques que je vous ai montrés en début de ce passage-là. Donc voilà, on a un marché haussier puissant, soutenu par des mesures historiques, des marchés qui sont relativement hauts, mais relativement hauts par rapport à quoi si on prend le niveau de reprise qui devrait être très fort en 2021, début 2022. On a une reprise comme on n'en a jamais vu, parce qu'on a des interventions des banques centrales et des États comme jamais vu. Du coup, on attend une croissance jamais vue, mais attention, c'est une croissance temporaire. En Chine, ça explose et on attend une croissance phénoménale. Petit bémol, le Covid, mais pour l'instant, les marchés s'en accommodent. Toujours ces ratios élevés. Le VIX qui est sur une cocotte minute, raison pour laquelle, parce que les marchés sont complaisants et hauts, on n'oublie pas de prendre des gains de temps en temps, de remonter ses stops de protection, surtout quand tout le monde est positif. Voilà, une première partie d'émission un petit peu plus longue, mais c'est pour expliquer en fait ces caractéristiques de marché un peu spéciales, du jamais vu sur certains points. On va passer à une petite pause musicale et café. Je vous montre la liste des actions que nous allons voir dans cette deuxième partie d'émission, des actions françaises, des actions internationales, des actions trend following et peut-être Green Lane Breakout. Et je vous mets un petit peu de Chopin en attendant.
là, ma liste est ici. Je vérifie 1, 2, 1, 2 que le son est bon, on ne sait jamais, hein, que ça n'enregistre pas. C'est déjà arrivé. Donc, hop. Et hop, on commence. Donc il y a des actions là-dedans qui sont intéressantes, d'autres qui ne le sont pas, on verra pourquoi. D'autres qui sont en attente de signaux, d'autres qui profitent de spéculations sur des rachats. J'ai pas mis Métropole TV, si je l'ai mis dans la liste parce que là il y a de plus en plus d'informations sur un rachat potentiel, donc on va voir ça tout de suite. Donc on commence par Biomérieux. Biomérieux, c'est une valeur trend following, haussière à très long terme, mais voilà, elle a un caillou dans sa chaussure. Le secteur actuellement n'est pas très recherché. Donc on a vu Biomérieux qui était très soutenu en 2020, qui a fait un beau parcours, qui a fait un double échec à 143. Et elle a fini par casser son range. Vous voyez, elle était dans un large range ici. Elle l'a cassé par le bas. Elle est venue bloquer dessous pendant plusieurs séances. Donc là, on a vraiment un pivot clé qui a été testé à maintes reprises et qu'il faudrait reprendre pour pouvoir donner un espoir de relance et de redémarrage haussier à moyen long terme. Tant qu'on est sous cette borne, sous ce range, la dynamique de court terme est baissière, les prix sont sous MM200. Donc à moyen terme, on va dire qu'on a vu plus attractif, plus haussier. On aimerait en tous les cas, pour ceux qui sont dessus ou ceux qui aimeraient en acheter, que la valeur arrive à repasser les 111-112 euros, à reprendre son niveau de résistance. Sinon, ça reste baissier. BioUV. Alors BioUV, elle est dans un large range. C'est très simple comme matérialisation graphique. Elle est dans un large range entre, on va dire, 5 euros pour faire simple et 7,60 euros. Et depuis quelques séances, elle se reprend un petit peu, et je me demande si c'est pas son caractère de valeur Covid qui la soutient, puisque les valeurs Covid, on l'a vu dans l'émission précédente, Eurobio, Biosinex sont relativement soutenues, des valeurs comme Euromedis également. Donc voilà, je me demande s'il n'y a pas un petit retour de flux sur les valeurs Covid qui profite un petit peu à BioUV. Pour ceux qui en ont, bien évidemment, on aimerait qu'on tienne ici le double creux à 7,50, qu'on reprenne de la hauteur. Pour ceux qui aimeraient rentrer à la hausse, il faut regagner la MM200, casser à la hausse les 6,2 pour tenter de relancer une dynamique et de repartir vers les plus hauts. Pour ceux qui n'en ont pas et qui voudraient profiter d'un éventuel trou d'air des marchés, sait-on jamais, qui engendrerait une baisse sur ce titre, la zone d'achat hypothétique, là où vous voyez les mèches basses par le passé, entre 5 et 5,30, eh bien ça c'est une zone qu'attendent certains patients pour pouvoir avoir un bon prix sur un support de moyen terme. Carmat, elle a fait une augmentation de capital à 28 euros. Une fois que l'augmentation de capital a été validée, elle a fait un trou d'air à 23 euros avec des volumes historiques. Trou d'air qui m'a étonné, pour vous le dire en toute sincérité. Mais trou d'air qui ne s'est pas fait n'importe où. Puisque on avait un gros niveau de prix ici à 22,60 qui avait fait blocus en février 2020, puis en juin 2020, qu'on avait réussi à dépasser en novembre 2020, puis on a eu un pullback en décembre 2020. Donc vous voyez, c'est vraiment la zone de pivot clé. Et on est venu pile poil toucher cette zone de pivot et la moyenne mobile à 200 périodes, la fameuse. Donc ici, on espère tout simplement que c'était le dernier trou d'air. La grosse mèche basse sur le niveau de prix horizontal et la MM200. En tous les cas, ce que l'on peut constater, c'est que les opérateurs se sont présentés, les volumes ont été énormes, et depuis, la valeur tente de reprendre de la hauteur. Il faut qu'elle arrive à redépasser les 28 euros, combler son gap ici, repasser au-dessus du prix de son augmentation de capital pour recouvrer de la hauteur à moyen terme et retourner potentiellement vers ses plus hauts si les chiffres sont positifs par la suite. Carrefour. Alors, Carrefour, ça fait pas partie des titres que je suis parce que elle est assez erratique et elle est aussi éreintante. Erratique et éreintant, je pense, vont bien ensemble.
Carrefour qui était parti à la hausse ici sur des rumeurs de rachat du Canadien, puis c'était tombé à l'eau, elle était retombée complètement. Alors ici, je voulais vous montrer un graphique hebdomadaire pour vous montrer un petit peu à quel point on est à la croisée des chemins. Carrefour est dans une dynamique baissière depuis 2015, donc ça fait 5-6 ans que ça baisse, et elle a enfin réussi à mettre un temps d'arrêt à cette chute depuis à peu près un an maintenant. Donc voilà, elle est vraiment dans une zone de neutralité, de stabilisation autour de 14-15 euros. Et pour certains, c'est un moyen de se diversifier, c'est un moyen d'être sur un titre moins risqué, un petit peu comme ceux qui sont sur Orange par exemple, des titres un peu défensifs, des titres qui ne montent pas mais qui baisseraient peut-être moins si les marchés consolidaient. Donc sur Carrefour, il faut réussir à repasser les 15 euros, 15,50 €, c'est les barrières psychologiques, techniques à passer pour relancer une dynamique. Pour l'instant, on va dire qu'on est passé de baissier à neutre, et pour passer de neutre à haussier, puisqu'il faut toujours passer par la case neutre, eh bien il faut casser des résistances. CGG. Alors CGG, c'est pour vous montrer l'exemple d'un titre quand même qui est extrêmement baissier sur le long terme. Il ne faut pas l'oublier, quand on trade CGG, on trade une valeur parapétrolière accidentée avec une dette absolument énorme. Donc CGG a fait un rattrapage assez impressionnant depuis novembre dernier. Depuis que le vaccin donc est sorti, depuis que le pétrole a démarré une forte hausse. Et CGG donc a fait un mouvement haussier et a gagné pratiquement 200%. Elle a presque triplé, elle a triplé même, et elle a atteint un gros niveau de résistance. Quand on regarde les plus hauts depuis un an en cours de clôture, on trouvait les 1,28, 1,29 ici. On avait un deuxième niveau juste au-dessus avec les mèches, mais vous voyez, quand on analyse un graphique, j'aime bien prendre et les niveaux de clôture et les mèches, quand les deux nous donnent deux niveaux différents et qu'il y a 10% entre les deux, et j'aime dans ces cas-là définir des zones de prix. Donc ici, voilà, il y avait une résistance à 1,28, une autre à 1,40, on sait que c'est une zone de résistance de moyen terme. Et quand on regarde en fait le graphique sur les derniers mois, quand on regarde le graphique comme ça, parce que souvent c'est des graphiques comme ça qu'on m'envoie sur Twitter, quand on regarde le graphique comme ça, on se dit oui, le pétrole se reprend, elle était dans une période de range, elle est sortie par le haut, c'est superbe, c'est une tendance haussière. Par contre, quand on la regarde sur un an, on voit bien que c'était un rebond technique sous une résistance majeure de moyen terme. Et quand on regarde à long terme, on voit bien que c'est une valeur baissière et accidentée. Donc que CGG un jour peut-être arrive à dépasser cette zone des 1,40 et tente d'aller combler une partie de ce gap monumental qui a été ouvert ici entre 1,50 et 2 euros, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut un pétrole au-dessus de 70 $. Pour ça, il faut vraiment de l'euphorie sur le secteur. Et pour l'instant, on a assisté à une belle reprise, mais pas un retournement majeur de moyen-long terme. Donc attention sur ce genre de titre, bien prendre du recul, bien savoir d'où on vient et où est-ce qu'on se trouve. Ne regardez pas des graphiques que sur 3-4 mois, regardez des graphiques sur 6 mois, sur 1 an et puis sur 2-3 ans. Danone. Alors Danone, c'est un cas particulier, ça ressemble un petit peu à Carrefour dans le sens où c'était fortement baissier depuis un certain temps. Alors pas depuis 5 ans, ça faisait 1 an et demi qu'on était en baisse graduelle sur Danone. Danone qui tentait de se réorganiser, Danone qui avait un nouveau PDG et PDG qui ne plaisait pas forcément au marché. La marge opérationnelle était inférieure aux concurrents, les choix stratégiques n'étaient peut-être pas les bons. Et voilà, ça empêchait le titre de monter. Résultat, quand on a appris hier que le PDG de Danone allait changer, eh bien, le titre a gagné 6-7% dans les premiers échanges. Je vous avais fait une stratégie d'achat sur cassure de MM200 à 56 €. Le but était de viser les 61,60 de mémoire, donc on les a frôlés. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris des bénéfices, en ont profité. Souvent, quand on a un gap haussier comme ça, assez important sur une valeur du CAC, on le comble pratiquement tout le temps, au moins en partie. Donc voilà, ça faisait une stratégie avec 10% de hausse à la clé.
Là, il faut voir donc si la valeur comble son gap tout ou partie. Pour ceux qui sont sortis, peut-être profiter de cet éventuel repli pour y retourner. Le but ici, c'est tout simplement une transformation. Une transformation après une dynamique baissière, une stabilisation, qu'on entre peut-être dans une nouvelle ère avec un nouveau PDG et une nouvelle stratégie pour le groupe Danone. NeoEn. Alors NeoEn, vous êtes très nombreux dessus. On en a beaucoup parlé, il faut dire. NeoEn, c'était une valeur qu'on a, pour nombreux d'entre vous, suivi et tradé en 2020. En 2019, en 2020, les énergies vertes sont très recherchées. NeoEn, une des principales entreprises françaises dans le secteur, explose littéralement. Elle défie le consensus qui ne visait pas aussi haut, mais peut-être qu'elle est allée trop haut, trop vite, trop fort. Par la suite, des dirigeants vendus, des fonds d'investissement sont passés baissiers, et la bulle, en quelque sorte, la bulle qui se formait sur le secteur des énergies renouvelables, s'est dégonflée ces dernières semaines. Donc NeoEn, on avait vu, pour ceux qui souhaitaient investir à moyen terme dessus, pour jouer en fait ce trend haussier de moyen-long terme, on avait vu une stratégie en 2 temps, avec un achat possible à 47 € et un renfort possible à 44 €. Donc ça faisait une position prise en 2 temps avec un prix de revient moyen de 45,5 €. Mardi dernier, elle était à 47,50 €. Donc si vous aviez acheté à 45,50, vous gagnez 2 €, vous gagnez 4%. Et mardi dernier, on a dit attention, publication des résultats le lendemain. Alors c'était pas le mercredi, c'était le jeudi matin, mais ça revient au même. Donc certains d'entre vous sont sortis en gain de 2, 3, 4, 5%, ont coupé leur ligne et ont attendu la publication de résultats. Comme je vous l'ai expliqué dans l'émission précédente, une ligne de moyen terme, une position de moyen terme, ça se travaille. On va rentrer une première fois, une seconde fois, ça va nous faire un prix de revient moyen, la publication des résultats arrive, donc on va couper ou alléger, les résultats sortent, on attend de voir comment ça se passe. Et donc voilà, on travaille la ligne. Quelqu'un qui aurait acheté à 47 et 44 a un prix de revient de 45,50, il est en gain actuellement de 1%. Quelqu'un qui en aurait acheté uniquement à 44 € gagne 5%. Quelqu'un qui aurait acheté un peu haut, un peu tôt à 47 € uniquement et qui n'aurait pas renforcé en dessous perd actuellement 2%. Quel que soit votre prix de revient, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de sortir, tout simplement. NeoEn lance ce matin une augmentation de capital de 600 millions. Dans sa dernière publication, elle a laissé entendre qu'elle avait besoin potentiellement de 1,2 milliard. Pourquoi est-ce que NeoEn monte ce matin alors qu'elle a fixé une augmentation de capital à 28 €? Eh bien, c'est parce que cette augmentation de capital, elle se fait sur 600 millions et pas sur 1,2 milliard, ce qui rassure un petit peu le marché. En plus de ça, pour pouvoir participer à l'augmentation de capital, il faut des actions en portefeuille. Donc on a des gérants de fonds qui ce matin achètent du NeoEn pour pouvoir obtenir des DPS et pouvoir participer donc à l'augmentation de capital et avoir des titres avec une décote sur une base de 28 €, donc 30% de décote. Donc peut-être que certains achètent du NeoEn pour justement participer à cette augmentation de capital et qu'une fois qu'ils auront acquis leur titre et leur DPS, ils pourraient prendre des bénéfices en partie, ne garder qu'une partie de leur position et peut-être que ça pourrait faire retomber les prix. Pour le moment, est-ce que NeoEn a un risque d'aller à 28 € et d'être vendu à fond? Je pense que la réponse est non, du moins en tous les cas pour le moment. Le marché nous montre qu'elle est revenue sur une zone d'importance et elle la tient. Donc on est allé un peu haut, un peu vite, voilà, en fin d'année dernière, on est parti de 43 €, on a foncé à 70 €. En bourse, les excès sont souvent corrigés par des excès, on est revenu à 41 €. Et voilà, on appuie sur le frein, comme je disais sur Twitter fin de semaine dernière. On appuie sur le frein, on stabilise, on passe de baissier à neutre en journalier. Sur le moyen terme, on est toujours haussier.
Et donc il faut réussir à terme à s'extraire de cette dynamique baissière des prix, de cette moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, de cours qui sont sous MM200. Donc ce qu'espèrent ici les investisseurs, c'est qu'après une période de latéralisation peut-être, on arrive par la suite à repasser MM200, à repasser les 47 euros et à redémarrer dans le sens de la dynamique de fond de moyen long terme. Voilà. Donc ce n'est pas du trading, ce n'est pas j'achète du NEON, je mets un stop à 2%. C'est une stratégie d'investissement en deux temps avec allègement avant résultat et reprise de position post-résultat. On avait peur d'une augmentation de capital avec un montant faramineux de plus d'1 milliard. En fait, c'est moitié moins. Les actionnaires historiques comme la BPI vont participer. Donc voilà, pour l'instant, le marché, en tous les cas, reste friand de ce dossier qui se stabilise. Pierre et vacances. Qui dit mesure de confinement, qui dit fermeture, dit pas de vacances pour le moment. C'est pour cette raison que Pierre et vacances, certes, est recherché quand les opérateurs veulent payer des points bas, qu'on est sur des niveaux historiques de prix comme entre 9 et 10 euros. Mais dès qu'on remonte à 13 euros sur Pierre et vacances, on se retrouve de nouveau sous oblique baissière, sous MM200 baissière. Et les opérateurs n'ont pas la force, la conviction suffisante pour reprendre le dessus et faire monter le dossier. Parce que même si il y a à terme moins de confinement et une réouverture possible, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quelle mesure. Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances ou pas? Est-ce que Pierre et Vacances va avoir besoin de faire une augmentation de capital pour lever des fonds pour être... pour tenir dans le temps, parce que pour l'instant, ils rongent leurs freins. Donc voilà, pour le moment, c'est le confinement en Europe, c'est l'attentisme, et c'est la raison pour laquelle ce genre de titre reste sur ses plus bas. Solocal, alors il est rare que je parle de ce genre de titre, tout simplement parce que valeur extrêmement baissière, qui coterait uniquement quelques centimes s'il n'y avait pas eu des regroupements sur le titre. Vous voyez la chute historique de ce titre. Parfois, on se dit qu'on a envie d'acheter des titres extrêmement bas pour jouer des recoveries. Une fois sur 50, ça va fonctionner, mais attention, dans beaucoup de cas, comme, je sais pas moi, prenez Technicolor, on continue de baisser et de faire des plus bas, malgré des rebonds parfois absolument énormes. Ici, vous voyez, la valeur passe de 1,80 à 3,60, donc elle double, elle prend 100%, mais pour autant, ça ne change pas sa dynamique de fond baissière. Donc là, c'était pour contenter un lecteur qui est dessus, qui me demandait un cadrage graphique. Graphiquement, on peut voir qu'on est toujours dans une dynamique baissière de long terme, qu'on est bloqué sous une zone entre 3,50 et 3,70, donc les plus hauts de novembre, les plus hauts de février. Tant qu'on est sous les 3,70 et la MM de 100 jours, c'est une valeur qui est dans une dynamique baissière de moyen long terme et donc qui en théorie ne nous intéresse pas. Après, pour ceux qui font du trading, de la spéculation, parfois sur petits dossiers, le point positif, c'est cette oblique ici qui passe par tous les plus bas, qui passe sous les 3 euros à 2,95 €. Voilà, le mieux que l'on puisse espérer, c'est que l'oblique tienne, c'est qu'on soit dans une latéralisation, qu'elle en sorte par le haut, qu'elle casse les 3,20 et qu'elle aille de nouveau tenter quelque chose au niveau de ses résistances. Par contre, sous les 2,90 €, attention, la dynamique baissière perdurerait. Ensuite, Thales, exemple de valeur solide du CAC 40 qui, un peu comme CGG, vous voyez, a fait une sorte de rounding bottom ces dernières semaines et qui en est sorti par le haut. Ici, l'exemple graphique est intéressant à plusieurs égards. On avait parlé de Thales notamment au mois d'octobre dernier. On avait décelé ce triangle et cette sortie de triangle par le bas, mais rapidement, on a eu la formation d'une étoile du matin ici sur les plus bas, qui est une configuration en chandelier haussier. Ensuite, on a eu ici un avalement haussier extrêmement puissant, puis des volumes qui devenaient de plus en plus fournis. Donc quand on a réintégré ce triangle, j'expliquais à l'époque que souvent, quand on est dans un triangle, qu'on en sort par le bas, mais qu'on le réintègre, par la suite, on en sort par le haut. C'est souvent le cas aussi sur les canaux. Si vous êtes dans un canal baissier, qu'on sort par le bas du canal, après, parfois on réintègre le canal et du coup on en sort par le haut. C'est un peu ce que je vous disais sur NEON tout à l'heure. Les excès engendrent des excès ou en tous les cas des réactions fortes
Ici, il y a eu un excès baissier, du coup, ça a fait un effet rebond par la suite. Et toujours dans une optique éducative, puisque c'est aussi pour ça que je choisis les titres dont je vous parle dans cette émission. Donc vous pouvez voir ici un niveau de résistance à 81,60 qui correspond au plus haut du mois de juin, au plus haut du mois de novembre. Donc ici, on a eu un breakout, cassure du niveau et passage en force. Et l'objectif haussier théorique de cette hausse, c'est de tester, voire de combler, ça dépendra de la force du CAC, ce gap qu'on a laissé ouvert en mars 2020 pendant le Covid. La borne haute du gap, la borne basse du gap, excusez-moi, est à 85,70. La borne haute est à 88. Et donc voilà, premier objectif, donc la borne basse du gap. Et puis si on rentre dans le gap, l'objectif c'est d'aller le combler à 88 € et donc de continuer de monter. L'invalidation en fait de la hausse, c'est un échec sous cette zone de gap et une cassure du support ici à 81, 40, 60. Une résistance cassée devient support théorique. Si le support cède, c'est que la tendance s'inverse. Et puis pour finir avec les actions françaises et les cas un peu particuliers, Ubisoft. Ubisoft qui est en chute libre ces derniers temps, gap baissier, volume baissier, cassure de MM200. Donc il n'y avait vraiment rien à chiner pour le moment sur le titre. Titre qui un peu à la néo-N tente de mettre le pied sur le frein. On le voit avec les volumes qui sont très fournis et les mèches basses sur le titre. D'autant que les mèches basses se font sur un niveau de prix historique. Support de 2018, début 2019, retravaillé en mai 2020. On a ici à 62-63 € une zone de prix historique, un gros niveau horizontal. Et donc on arrive dans cette zone de prix là. La semaine dernière on a mis le pied sur le frein, on a essayé de rebondir. Très rapidement les cours ont échoué sous MM7, sont repartis à la baisse. Donc dans pareil cas il faut savoir acheter la valeur, ça part, ça retombe, on coupe et on attend un nouveau signal. Il ne faut pas forcément rester à l'achat dessus et se faire traîner en quelque sorte. En fait, si vous achetez dans la dynamique baissière parce qu'on arrive sur support de moyen terme, il faut être prêt à encaisser des mèches basses, un travail de zone. C'est pour ça qu'il faut savoir acheter, couper, reprendre, alléger, travailler la zone jusqu'à ce que soit on en sorte par le bas et qu'on coupe la position sans s'être fait traîner pendant 15%, ou bien avoir travaillé la position jusqu'à ce qu'à un moment on casse des résistances, on reparte à la hausse et dans ces cas-là, on accompagne. Donc voilà pour les actions françaises. On a vu Biomérieux donc, qui est sous résistance, BioUV qui pourrait, si elle perdait, arriver dans une zone d'importance, Carmat qui a touché MM200, Carrefour qui ne fait rien mais qui peut être intéressante si les marchés tankent, CGG qui a atteint un objectif majeur, Danone qui salue le départ de son PDG, Neoen qui est salué en tous les cas par son AK peut-être inférieur aux attentes, Pierre et Vacances qui attend la sortie de confinement, Solocal qui reste un dossier accidenté, Thales qui fait partie des valeurs cycliques qui se reprend bien, qui approche d'une zone d'objectif, et Ubisoft où il est trop tôt pour pouvoir parler de points bas. On passe aux actions internationales qui sont ici des idées aussi de diversification pour trouver d'autres secteurs, d'autres types de valeurs, d'autres types de dynamiques aussi, puisque certains marchés européens évoluent peut-être parfois plus comme les marchés américains. Et puis certains dossiers aux États-Unis sont aussi très intéressants de par la façon dont les mouvements se font, beaucoup plus violemment mais parfois beaucoup plus proprement qu'en France. Donc voici Buzi Ucinem. Donc là, une valeur intéressante qui s'est bien repris ces derniers temps. Ce que j'aime bien ici, c'est ce sort de rounding bottom en fait. Les cours font des plus bas, puis ensuite font des plus bas de plus en plus haut. On se cale sous une zone de résistance. On va la tester une fois, deux fois, trois fois, puis on tente de la passer. Donc ici, c'était un lecteur qui me disait, voilà, j'ai vu la cassure des 22, je trouve ça pas mal, je suis rentré à l'achat. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est beau, j'aime beaucoup les tests de MM200 ici où on montre qu'elle est de nouveaux supports, j'aime bien ce rounding. Seul bémol, vous voyez, c'est l'oblique qui passe par tous les plus hauts, car encore une fois, quand on prend du recul sur 3 ans, on se rend compte que depuis 3 ans, on fait des plus bas de plus en plus haut, en 2017, en 2018, fin 2019, début 2020, excusez-moi.
Et voilà, on est pile poil sous cette oblique-là. Donc, point positif, on a cassé la résistance. Point négatif, on est pile poil sous une autre résistance. Et puis, on a d'autres encore au-dessus de la tête. Donc, dans ces cas-là, si vous êtes à l'achat, bah, vous remontez votre stop de protection quand même largement sous le support. Et vous espérez qu'on arrive à passer les prochaines résistances. On ne sait jamais, en fait, si un titre va réussir à valider son ancienne résistance comme un support, à repartir, à casser des résistances et à continuer sa hausse. Donc on entre sur le breakout, on met un stop sous le breakout et on laisse faire le marché. Mais en allant sur des dossiers de qualité le plus souvent, sur des valeurs qui cassent des résistances, sur des valeurs qui sont haussières à court terme, moyen terme, long terme, eh bien on augmente la probabilité de gain lorsque on trade des breakouts. Ensuite, je vais sur le site de Zone Bourse parce que un lecteur m'a parlé de Castellum. Castellum que je n'ai pas sur ProRealTime. Hop. Qui est coté à Stockholm. Et donc, c'est une valeur qui est voilà, dans une période de stabilisation. Vous voyez ici qu'on a créé une belle zone de support. On est dans un range. Et dans un range, on va tout simplement attendre la sortie de cette zone. Donc la sortie de la zone horizontale ici comprise entre 195 et les plus hauts récents, hop, à 212. Donc voilà, on a une dynamique haussière de court et de moyen terme. On est revenu sur les niveaux pratiquement pré-Covid. C'était une valeur qui était très recherchée et qui inscrivait des nouveaux plus hauts avant le Covid. Donc on peut partir du principe que maintenant que la tempête est passée comme de nombreux titres, eh bien celui-là tente de reprendre ses records annuels et historiques. Et donc on attend ici une sortie de range. Si on sort par le range avec des volumes importants, c'est que la dynamique reprend ses droits et qu'on pourrait aller titiller les plus hauts pré-Covid. Sinon c'est un range et donc on n'intervient pas ou on attend la borne basse. Ensuite, Fastned. Donc on avait vu qu'elle avait annoncé une augmentation de capital, ce qui avait fait baisser fortement le titre. Que le titre pouvait revenir tester la zone des 50-55 $. Pourquoi cette zone-là? Eh bien parce qu'elle correspondait à des niveaux de prix qui ont été travaillés fin 2020, début 2021. Ici, on a une mèche à 52. Ici, on avait une mèche à 51. Ici, on avait une mèche à 55. Donc vous voyez, quand on a un niveau de prix testé par de multiples mèches en cours de clôture ou sur les excès, ça nous donne une zone comprise entre 50 et 55 qui faisait support. On est venu tester la zone, des volumes importants ont été échangés, et puis après, la valeur s'est reprise petit à petit. On a repassé les 60 et elle a pris 20% depuis. Et là, bien évidemment, la zone importante, c'est la zone de gap. La zone ici qui correspond au plus haut récent, les 76 €, on y retrouve la MM20 baissière. Donc là, plus on approche de cette zone de prix, plus ça pourrait se compliquer. Donc n'oubliez pas, si vous avez acheté sous les 60 €, quand on monte de 20% vers 72, de remonter votre stop de protection. Si les cours continuent de grimper et atteignent la résistance, peut-être de prendre un peu de bénéfice. Si on dépasse la résistance, de remonter de nouveau le stop de protection et ainsi d'accompagner la hausse si elle doit perdurer. A contrario, en remontant votre stop de protection, imaginons que vous ayez acheté 58 € dans la baisse et puis qu'on reparte à la hausse, vous pouvez mettre un stop à votre point d'entrée, à 58 €. Comme ça, si les cours échouent de nouveau sous le gap et rechutent fortement, eh bien vous vous dites je sors à zéro et j'abdique. Autre possibilité, vous avez acheté pile poil à 55 €. Vous voyez que le plus bas récent est à 53,40 €. Vous êtes un investisseur de moyen terme. Vous placez votre stop sous les 50 € à 49,5, soit un stop de 10%. Et vous vous dites, je suis sur Fastned, elle a fait son augmentation de capital, les acheteurs sont de retour, le dossier est toujours aussi à moyen long terme, donc je garde et je vise, sait-on jamais, les plus hauts à 100, 110 €. Parce que souvent, tout le monde veut faire du trading, alors on rentre sur un beau support, puis on prend 15%, 20%, puis on sort, puis ensuite ça continue de monter, puis on ne sait pas s'il faut reprendre, etc.
Parfois, ça fait du bien, voilà, de faire du moyen terme, de se dire j'ai attrapé un beau point plutôt que de remonter mon stop pile poil sous les cours à 4-5% et de sortir au moindre reflux. Je garde mon stop à zéro, voire même je garde le stop initial de ma stratégie sous le support clé. Ensuite, une belle valeur trend following côté au Nasdaq, JD.com. JD.com qui opère, vous voyez, par des bases horizontales. Elle était peut-être allée un peu haut, un peu vite, et elle a retracé. Elle reste haussière à moyen long terme, au-dessus des MM200. La MM200 est à 79 $, et c'est une grosse zone de soutien horizontal. Donc pour quelqu'un qui n'en a jamais eu ou qui est intéressé par la valeur, on note que ces zones horizontales sont pertinentes. Et donc on attend un test hypothétique de cette zone des 78-79 $, une réaction positive sur ce seuil qui permettrait alors potentiellement de prendre position avec un stop sous le support, de sortir si effectivement la valeur fait un top, qu'elle casse son support et que pour la première fois elle ne tient pas une base horizontale, et d'avoir un achat à bon prix sur une zone horizontale clé avec un support juste dessous si on vient tester le support et que ça redémarre par la suite. Lévi-Strauss, GLB. Alors, je ne l'ai pas mis dans la catégorie GLB, mais c'en est une. Voilà, donc on a un plus haut ici en avril 2019 à 24,50 $. La valeur a bien évidemment pâti du Covid. Et puis, c'est fortement reprise derrière. Et donc là, voilà, on a une valeur qui casse MM200 et qui repasse haussière à court terme ici. Ensuite, elle bloquait sous une résistance horizontale qui a été travaillée à maintes reprises. C'est ça qui est très intéressant avec ces résistances horizontales. Le passage est fait ici, c'est le signal d'achat. Donc là, voilà, signal haussier, court terme, moyen terme, ça passe haussier. Puis on rentre dans une valeur trend following. Pour ceux qui aiment les supports, achat possible sur le support quadruplement testé ici. Pour ceux qui aiment les cassures de résistance ici, recassure de résistance ici, recassure de résistance et de plus haut annuel et historique. Et GLB récente. Voilà, donc on aimerait bien un peu plus de titres comme ça en Europe, des titres un peu plus dynamiques, des titres qui font des cassures de plus haut annuel ou historique. Parfois, il faut aller regarder aux États-Unis. Bravo en tous les cas aux lecteurs qui m'invitent à regarder ces valeurs-là aux États-Unis et à trouver des poches de performance, c'est-à-dire des titres qui font leur vie, qui font fi des indices, qui sont dans des tendances fortes et qui parfois cassent des plus hauts à 3 mois, des plus hauts annuels ou des plus hauts historiques. Qui sont des signaux forts. Li Auto. Donc là, on revient sur une valeur qui a été comme NIO et d'autres valeurs du secteur Electric Vehicles, les fameux EV, qui a cartonné à la fin de l'année 2020. Valeur qui était passée après son introduction de 15 à 45, peut-être un peu haut, un peu vite. Et on avait vu d'ailleurs Li Auto dans une émission ici à 30 € pour dire qu'elle était sur le fil du rasoir et qu'on pouvait placer un stop pile poil. Vous voyez, quand j'ai encore mon petit trait bleu sur le graphique, c'est que c'est le niveau de stop nécessaire si on était acheteur sur cette zone de prix. C'est le concept, vous voyez, une action haussière, elle est posée sur support, vous achetez, ça démarre pas, on coupe à zéro, ou bien on met un stop sous le support casse, on sort. Et on ne garde pas une position qui derrière va perdre 30%. On attend que l'orage passe, on attend qu'un creux se forme, et ensuite seulement, potentiellement, on peut repasser à l'achat dessus. Alors ce qu'il y a, c'est que Li Auto, là, elle ressemble quasiment comme 2 gouttes d'eau au Nasdaq sur les 3 dernières semaines, c'est-à-dire forte baisse, rebond puissant, stabilisation autour de MM20 jours. Et là, il va falloir une nouvelle impulsion haussière aux indices américains, sachant, comme je vous l'ai dit en première partie d'émission, qu'on a la Fed et les chiffres d'inflation. Si l'appétit pour le risque perdure, que le Nasdaq 100 et non pas le composite arrive à effacer MM20, MM50, à repasser vraiment haussier, ce genre de valeur-là pourrait pousser en direction de son ancienne zone de support à 30 $.
Si au contraire le Nasdaq passe pas, on pourrait de nouveau revenir vers des zones de prix attractives. Et ce qui est intéressant en fait avec les points bas qui ont été enregistrés il y a une semaine, 10 jours, c'est que ça nous permet de créer des zones de soutien théorique qui, si on s'en approchait de nouveau, pourraient être mises à profit par des achats sur repli en cas de double creux, parce que souvent dans les formations de points bas, on a des doubles creux ou des W. Polaris, ça c'est pareil, c'est le genre d'action qui fait sa vie. Vous voyez que c'était une action qui était relativement neutre avant le Covid. Donc là on voit bien l'impact Covid, forte chute, mais très rapidement un titre qui revient sur ses niveaux d'avant Covid dès le mois de juin 2020. Ça montre sa performance, sa force. Ensuite, ce qu'on aime bien ici, comme d'habitude, c'est le pullback sur MM200. Ensuite, donc on peut voir qu'on était complètement neutre, que les cours se sont placés dans un triangle. Donc ici, on a un signal d'achat sur la sortie de triangle, un autre signal d'achat sur la cassure du range dans lequel on était depuis des mois. Donc là, le triangle qui est ici, c'est une figure de continuation. De nouveau, les prix se placent dans un triangle et en sortent par le haut. De nouveau, donc figure de continuation sortie par le haut. Donc, vous voyez, ça, c'est des niveaux de cassure et d'achat. Ça, c'est un niveau de cassure et d'achat. Ici, à 136 $, c'est les plus hauts de janvier 2018. On les a cassés. Donc, pareil, c'est un breakout, c'est un niveau d'achat hypothétique. Avec, quand on prend du recul en données hebdomadaires, maintenant qu'on a effacé les plus hauts de 2018, en théorie, un retour vers les plus hauts historiques de 2015 et les 155 $. Donc voilà, ça c'est l'épisode du Covid. En fait, c'est comme si les marchés en faisaient fi, l'oubliaient. On va dire que voilà, ça on l'oublie. La valeur s'est stabilisée, puis voilà, soutenue par de bons chiffres. En plus ici, ça nous fait une ETEI, épaule, tête, épaule inversée, qui derrière catapulte les cours et engendre une belle dynamique haussière. Donc là, voilà, si vous êtes investisseur de moyen terme, que vous êtes rentré sous les 130 $, il faut un stop sous l'apex, c'est le bout du triangle ici. Donc il faut un stop large sous l'apex du triangle. Si vous êtes court-termiste, sous les plus bas récents, sous les 130 $, m'apparaît un minimum. Ensuite, Twitter. Twitter, on avait vu qu'elle était en train de faire une GLB. Donc une GLB, je le rappelle, c'est une cassure de plus haut historique, mais quand les plus hauts historiques coïncident avec les plus hauts des premiers mois de cotation du titre. Ici, Twitter, en quelques mois de cotation en 2013, a fait un plus haut à 75 000 $. À 75 $, excusez-moi. Pendant des années, donc, elle était en stabilisation. Comme je vous l'ai expliqué dans l'émission précédente, ou c'était peut-être il y a 2 semaines, Twitter est en train d'essayer de transformer son business model, de faire de nouveaux outils payants, de newsletters, de contenus payants, etc. Et donc, voilà, il y a des investisseurs, en tous les cas, au vu des volumes ces dernières semaines, qui pensent que Twitter est en train de changer sensiblement de business model. Donc on avait vu que la GLB était un peu forcée, que la valeur avait du mal et qu'en plus le Nasdaq n'était pas en pleine forme à ce moment-là. Et on avait estimé qu'un retour sur la zone de gap pourrait être intéressant. Je vous ai fait une analyse sur le site Zone Bourse avec un achat à 61,50. Et quelqu'un me disait, pourquoi est-ce que tu as choisi 61,50 et pas pile poil la zone de gap à 60,50? Et en fait, j'expliquais à cette personne, et je voulais vous l'expliquer dans cette émission, que si on pense que la valeur est très fortement haussière et qu'elle devrait très vite redémarrer et que c'est une frayeur qu'elle est en train de se faire, elle aurait pu venir combler le gap, mais uniquement en partie. Et donc, pour être bien sûr que vous puissiez profiter de cette opportunité et de rentrer dedans, je préférais laisser entendre un achat possible à 61,50, 1,5% au-dessus du gap, ce qui ne me dérange pas trop de perdre 1,5% puisqu'on parle de moyen-long terme, si ça me permettait d'être en position avec un stop large et de viser de nouveaux records annuels et historiques. Et donc une validation à terme de la GLB. Manque de bol, plus bas, 61,51 ou 61,52. Voilà. Donc ici, c'est l'exemple type du pas de bol.
Alors parfois ça arrive avec un stop, vous êtes acheteur, vous avez mis un stop, il y a une mèche basse, hop, vous prenez le stop. C'est la vie. Ça arrive. Il faut pas tomber dans de la théorie du complot. Faut pas se dire que le marché veut votre peau, que vous n'avez pas de chance, que la bourse c'est pas pour vous. Ça arrive. Et parfois on va être stoppé au point bas. Parfois notre point d'achat ne va pas être fait au point bas. Ça a été le cas de ma stratégie ici, qui a été effleurée à quelques centimes de dollars. Mais peut-être que certains d'entre vous donc sont rentrés sur ce gros trou d'air, sur cette zone de gap. Qui a bien fonctionné puisque le titre a repris 15% dans la foulée. Ensuite, Vesta Wind. Alors celle-là, j'ai toujours du mal à la trouver. Non. J'avais un graphique plus propre que ça tout à l'heure. Désolé, je ne vais pas vous faire perdre du temps. De toute façon, le graphique que j'ai trouvé il y a un instant, il ressemble fortement. Voilà. Alors j'ai plusieurs places de cotation parce que j'ai pas tous les marchés sur ProRealTime. Donc ici, on voit bien donc un marché haussier extrêmement puissant. Vesta Wind, donc secteur énergie renouvelable, comme les autres valeurs du secteur, consolide depuis le début de l'année après avoir fait un pic haussier. On est dans un canal baissier de consolidation, comme de très nombreux titres du secteur. On est revenu sur une zone horizontale de prix d'importance. On est revenu sur MM200. Vous retrouvez ce phénomène sur tous les dossiers du secteur. EDP Renovaveis, petit trou d'air sous MM200. On est repassé au-dessus des MM200. Voltalia, test de MM200. On repart au-dessus des MM200. Albioma, trou d'air sous MM200. On repasse au-dessus. NeoEN, trou d'air sous MM200. Et on est toujours dessous. Donc Vesta, en tous les cas, nous montre qu'elle est plus solide, plus haute, plus forte que les autres. Et elle est dans un canal baissier, il faut qu'elle arrive à en sortir. Mais en tous les cas, voilà, elle montre sa surperformance par rapport aux autres dossiers, puisqu'elle n'est pas passée elle est passée à peine au-dessous des MM200 et elle est repartie relativement rapidement au-dessus. Virgin Galactic. Alors, Virgin Galactic, elle a intéressé beaucoup de monde il y a une semaine parce qu'elle a chuté jusque MM200, la fameuse, et les 24,50 $, 25 $. Une zone hypothétique majeure donc de soutien intangible, c'est l'oblique haussière ici, et puis cette zone sous MM200 qui est comprise entre 20 et 25 $. On n'a pas été jusque-là, malgré les ventes du CEO. Donc voilà, bel excès baissier la semaine dernière. Certains d'entre vous ont acheté du Virgin Galactic sous les 30 $ parce que de nouveau, ils veulent jouer la hausse du titre à moyen long terme et l'aventure Virgin. Vous avez des bons points d'entrée et vous avez en théorie des stops sous vos points d'entrée, donc des stops larges, donc tout va bien. Pour les court-termistes néanmoins, qui auraient acheté à 25, on est à 35, on a gagné 40% en 2 semaines. On a une résistance ici à 36 qui a bloqué les prix hier, qui date de décembre. On a une autre résistance horizontale ici, le plus haut en cours de clôture, mardi 19 février. Donc 36-37, c'est une zone chaude. Et on a une MM20 qui arrive à pleine vitesse baissière sur les prix. Donc ça ne veut pas dire qu'on va y échouer et rechuter, mais ça veut dire que les acheteurs vont devoir prouver qu'on n'est pas dans un simple rebond technique, mais dans une vraie reprise de moyen terme. Donc ça veut dire qu'on peut travailler la zone, peut-être un certain temps. Si le Nasdaq repart à la baisse et que les acheteurs n'ont pas la force, on retournera sous les 30 $. Si on arrive à passer cette zone des 36, 38, MM20, etc., eh bien c'est qu'on est reparti pour une relance, et dans ces cas-là, ce sera très bien pour les acheteurs de moyen long terme qui pourront laisser courir leur position avec des stops larges et tenter de nouveau l'aventure Virgin Galactic.
Alors, ZIM Integrated Shipment Service. Donc là, on peut comprendre que c'est du transport. Vous n'êtes pas sans savoir que les prix du transport de fret en fait ont littéralement explosé en Chine ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que justement la croissance, la reprise était très forte. Et donc il y avait une reprise d'activité d'exportation absolument énorme. Donc il y a pas mal d'actions du secteur qui ont été recherchées. Ici, on voit que c'est une action qui s'est cotée récemment. Dès le début de sa cotation, début 2021, elle était très recherchée. Ce qui est intéressant en fait dans cet exemple, c'est le range horizontal avec une création de point bas à 18,68 et puis on revient tester le point bas et puis on revient encore et encore et encore le tester avant de redémarrer. Donc quand on suit un titre qu'on aime bien, qui est en tendance haussière, qui vient de s'introduire en bourse, qu'on a un quadruple test de support, si on commence à redécoller du support, ça peut être une entrée. Si on reprend des résistances dans la hausse, ça peut être une entrée à l'intérieur même d'un range. Et pour ceux qui veulent un vrai signal fort, on attend la cassure du range, l'inscription d'un nouveau record annuel et historique à 22,50 $. Et aux États-Unis, très rapidement, quand il y a breakout, on peut gagner 5, 10, 20, 30, parfois 40%. Ça va très vite aux États-Unis. On a fait le tour des valeurs françaises et internationales. On va finir avec la rubrique valeurs trend following et GLB. Donc là, on a des titres qui sont un peu plus haussiers et soutenus. On va dire que c'est un peu des titres qui sont décorrélés des indices, qui font leur vie ou qui sont soutenus par des bonnes nouvelles, des bons résultats. Ici, on commence avec Artefact. Alors, ce que je trouvais intéressant de vous dire sur Artefact, vous voyez, c'est... On voit bien donc la dynamique des prix pendant longtemps, on voit bien ici la rupture de MM200 qui est un signal fort, et ensuite ce que je trouvais intéressant c'est que vous avez une zone de résistance à 2 €, on casse la zone, on pull back. On a de nouveau une résistance à 2,50, on y échoue une première fois, on retente la deuxième fois, ça passe, on pull back. On valide la zone, on redémarre. Nouvelle résistance, c'est les plus hauts de 2017-2018 à 3,50. On passe en force et on pull back. Et on redémarre. Donc là, c'est vraiment le trend following dans toute sa splendeur, puisqu'on a une cassure de résistance, un retour sur support, une relance haussière, cassure de résistance, retour sur support. Donc, vous en avez pour les acheteurs de support qui achètent le support qui vise la résistance, qui achètent le support qui vise la résistance, et ainsi de suite. Et vous avez un price action, une action des prix qui est relativement intéressante pour les investisseurs de moyen long terme. Simplement, il faut être patient. On casse une zone de résistance, faut pas remonter le stop trop haut, trop vite. Faut laisser la stabilisation se faire, puis une fois que les cours redémarrent, là on peut remonter le stop. Les cours passent une résistance, on ne remonte pas les stops trop vite. On laisse les cours remonter, on a un pullback, on a une réaction, là on peut remonter le stop sous le plus bas récent, ça repart, ça casse les plus hauts, on peut remonter le stop d'un cran, les cours montent, inscrivent un nouveau record, puis consolident et font un nouveau support, on peut remonter de nouveau d'un cran, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est là où les court-termistes ont tendance à acheter une cassure, à mettre le stop à 0 trop vite, ou à le remonter trop vite, donc à se faire stopper dans la conso, puis à pas revenir dans le redémarrage, et à se faire un peu balader. Alors que l'investisseur de moyen terme, qui rentre sur une cassure de zone ou sur une stabilisation de zone, il a un stop large, il laisse la vie du titre se faire, et puis il va non pas changer son stop toutes les semaines, mais attendre qu'à chaque fois une zone cassée soit de nouveau retestée et que les cours redémarrent pour pouvoir comme ça remonter son stop de protection et suivre cette belle dynamique haussière. Atari. Elle est très soutenue et avec des très beaux volumes. Il n'y a rien à dire à ce sujet-là. Elle fait un démarrage en trombe depuis 8 jours. Atari, historiquement, c'est les jeux vidéo. Mais Atari, on a appris en 2017-2018 que c'était aussi les crypto-monnaies et le token Atari. Ça a fait son effet pendant un mois, puis ça a rechuté. Là, on a la validation d'ouverture d'hôtels Atari à Dubaï et dans d'autres pays. Donc Atari, qui était dans les jeux vidéo, qui ensuite a fait des cryptos, fait maintenant des hôtels.
Je suis pas là pour juger de ce revirement, de cette diversification. Simplement, juste j'attire votre attention sur le fait que c'est pas la première fois qu'Atari se lance dans des choses qui ne sont pas sa spécialité, dirons-nous. J'ai pas assez creusé le dossier, c'est des hôtels dans lesquels on va pouvoir jouer à des jeux vidéo. Bref, blague à part, Atari aime bien faire des poussées haussières spéculatives. La dernière poussée haussière ici, je l'ai mesurée, je l'ai reportée à la dernière phase de consolidation et ça nous donne la zone actuelle de prix. Ensuite, je me suis dit, est-ce que cette zone de prix est un objectif haussier théorique? Donc là, j'ouvre un graphique hebdomadaire. Et quand j'ouvre un graphique hebdomadaire, je vois qu'effectivement les 0,57 ont été travaillés en résistance en février 2018, puis en support en mai 2018, et qu'ensuite ils ont cassé et sont donc revenus résistance. Donc là, avec cette forte hausse des prix qui ont pratiquement doublé en 2 semaines, on vient de passer de support à zone de résistance. Pour le moment, on est dans une vague haussière spéculative de court terme avec une belle performance et on a atteint une zone de résistance clé. Il va donc falloir soit une news, soit que les opérateurs soient vraiment dans un changement d'état d'esprit et se disent que voilà, ces nouveaux projets d'Atari vont changer la société et que ça mérite le fait qu'on casse cette résistance également à 0,57 et qu'on ouvre un nouvel horizon, peut-être avec à la clé les retours vers les plus hauts de 2018 à 0,90, soit encore un potentiel haussier très attractif. Donc là, on est à la croisée des chemins entre une poussée haussière spéculative qui peut retomber rapidement sous une résistance et le début d'une vague haussière majeure soutenue par des volumes historiques qui sont présents pour le moment. Donc dans pareille situation, plutôt que de couper la ligne pile poil sous résistance, on va attendre de voir la séance, on va attendre de voir si ça bute sous résistance, si ça reflue. On va garder des stops un minimum large. Si on a tenu la position hier alors que c'était très volatile et que ça repart encore ce jour, ça veut dire qu'on a des stops sous les 0,50, sous le niveau cassé et validé hier et qu'on attend de voir. Si ça passe, c'est très bien, on remontera le stop d'un cran. Si ça ne passe pas, on pensera à alléger ou à couper la ligne après cette belle poussée spéculative. Gossin. À la croisée des chemins aussi, on avait ici une ETE qui s'est formée, épaule, tête, épaule, mais bon, c'est pas non plus une ETE qui restera dans les annales. À cause de la formation de cette ETE, de cette crainte d'ETE et de la cassure des 10 €, on a effectivement consolidé de 20% supplémentaire, on est repassé de 10 à 8, il y avait besoin peut-être d'une purge sur le dossier qui avait fait un chemin haussier magnifique ces derniers trimestres. On est revenu à 8 € une fois, 8 € deux fois. Ce niveau, c'est tout simplement les anciens plus hauts ici d'octobre 2020. C'est un gros pivot. Et il a tenu. Donc ça, c'est le beau point positif. Elle essaye en quelque sorte d'invalider les risques de TE, d'invalider les risques baissiers. Pour le moment, si on essaye de voir le côté, le verre à moitié plein, la dynamique est haussière, on fait des plus bas de plus en plus haut. Donc tant qu'on est au-dessus de 8 €, c'est aussi à moyen terme. Peut-être que là, on est dans une zone de stabilisation et qu'à terme, les acheteurs reprendront la main, on cassera de nouveau des résistances, il y aura des news pour, etc. Le seul bémol, voilà, c'est cette espèce de canal baissier qui n'est pas parfait, mais qui permet de se représenter le fait que depuis 2 mois, on baisse, on remonte un peu, on baisse, on remonte un peu, etc. Donc il faudra s'en extraire de ce canal baissier. Il faudra reprendre la zone des 10 €, 10,50 € et la casser à la hausse. Parce que pour l'instant, on va dire qu'on est revenu à la neutralité. On est haussier à moyen terme, mais si on prend on va dire qu'à long terme, on est haussier. Si on regarde sur 1 an, c'est fortement haussier. Mais si on regarde sur 4-5 mois, donc le moyen terme, c'est neutre. Et sur le journalier, c'est baissier sur 2 mois et c'est haussier sur 1 semaine. Donc c'est vraiment la croisée des chemins. Point positif, moyen terme, support touché. Point négatif, bémol, court terme, résistance à effacer, les 10,50 €. On peut fluctuer pendant un certain temps, en fait, entre ces bornes-là, le temps que les fondamentaux prennent le dessus et espérons qu'ils prennent le dessus à la hausse. Inventiva. Alors, double exemple sur Inventiva ce jour. Le but, c'est de montrer que quand on entre sur un support, il faut une invalidation et sortir si le support casse.
Sur Inventiva, on avait un range ici. On est sorti de ce range par le haut. Puis on a eu le pullback. Donc on avait parlé à l'époque du pullback à 12,50 €, 13 €. Et ça avait permis au titre de redémarrer et de reprendre 15%. Et à certains d'entre vous de faire des gains. Lorsque Inventiva est revenu sur cette zone des 12,60 € et qu'elle a réactive, j'ai dit « Ah, attention, on peut surveiller là que cela tienne ». Simplement, ça induit, quand on achète ce type de support, de mettre un stop juste dessous. Elle a testé les 12,60 €, une fois, deux fois, trois fois, ça réagit, ça tente de remonter, ça ne passe pas. Par la suite, si ça ne passe pas, qu'on casse les plus bas récents, faut savoir sortir. Faut savoir sortir, laisser les cours purger et revenir vers des supports. Support numéro 1, l'AMM200, qu'on est en train d'essayer d'accrocher. On ne s'est pas posé dessus, puis on n'a pas réagi, on l'a cassé, on est remonté dessus, on l'a cassé, on remonte dessus, donc c'est pas très clair. Si on arrive finalement à se réinstaller au-dessus des MM200, à reprendre les 11,50 €, la probabilité qu'on ait tenu MM50, qu'on reparte à la hausse augmenterait. S'il n'y a pas de réaction forte sur ce seuil-là, on peut aller voir le suivant. On était avant dans un range, on a tenté la sortie, ça ne fonctionne pas, on réintègre le range, donc la borne basse du range peut être une zone clé. Donc ça c'est pareil, c'est un lecteur qui la regardait, qui me disait j'ai été stoppé à 12,50 €, je pensais en reprendre sur MM200. Je lui ai dit voilà, c'est bien que vous ayez tenté un achat, mis un stop court, ça c'est très bien. C'est bien de surveiller MM200, c'est vrai que s'il s'y passe quelque chose et que ça réagit à la hausse et que ça repart, on pourra tenter un achat ici. Mais attention, si la MM200 ne permet pas au cours d'être relancé, l'option B, c'est d'aller chercher le bas du range. MMT, Métropole TV, je vous invite à lire les news. Concrètement, vous allez sur le site de Zone Bourse, vous tapez MMT ou M6, vous voyez la news du jour, Bertelsmann serait prêt à accepter l'offre de TF1. Donc potentiellement, TF1 serait prêt à reprendre M6. Les milliardaires sont en négociation. Comme je vous l'expliquais dans ces dernières émissions, dans l'anticipation des élections de 2022, on se partage les médias. Il y a un petit gap sous les pieds de Métropole TV qu'on aimerait bien voir combler, peut-être pour pouvoir entrer sur repli, pour ceux qui n'en ont pas, pour jouer le rachat de M6, l'éventuel deal, qui est toujours en question. On a parlé donc, pour rappel, de MMT à 15 € ici, parce que volume historique très important. On apprenait donc la news, ensuite publication, bonne publication, consolidation, on revient tester le gap, on ne le ferme pas à 10 centimes près, ça redémarre. Donc des volumes historiques là, encore des volumes historiques ici, un trend dossier. Vous parlez des MMT, c'était aussi dans un but de diversification parce que les indices étaient hauts et que je ne savais plus sur quel pied danser. Ce qui est bien avec le secteur des médias, c'est qu'il est en tendance haussière depuis des mois, il est soutenu par des volumes, il est soutenu par des spéculations, donc c'est typiquement le genre de diversification qui est intéressant. Je vous avais proposé aussi à l'époque Mediaset, qui a peut-être atteint mon objectif. Je vais regarder sur le site de Zone Bourse, Mediaset qui est une société dans les médias en Italie. Et donc j'avais fait une analyse où je donnais encore du potentiel, un retour vers les 2,80 sur les plus hauts de fin 2019. Donc l'analyse on l'a fait à 2,20 ici. Et ceux qui ont participé gagnent un petit peu moins de 20%. Donc n'oubliez pas de prendre des gains, voilà, après ce beau parcours. Ensuite, après Métropole TV, SPI. Alors, SPI, on m'en a parlé effectivement parce que vendredi, elle était en forte hausse, mais je n'ai pas du tout aimé le chandelier, qui ressemble à un spinning top. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez dans Google, spinning, S-P-I-2-N-I-N-G, spinning top. On a là en fait une valeur qui est haussière, qui est dans un canal haussier, avec une belle pente haussière, simplement... En cassant la zone des 19,50 qui correspond ici au plus haut de fin 2019, début 2020, on est allé très vite à l'objectif suivant. Et l'objectif suivant, c'est quoi ? C'est une énorme zone de prix, les 21,50, qui était une base de soutien en 2017 avant d'être cassée début 2018.
Donc là, vous voyez, on est dans un titre, si on le regarde en long terme, on est dans un titre qui est relativement très neutre. Voilà. Quand il va trop, on consolide derrière. Quand on se fait des frayeurs avec le Covid, ça remonte. Mais voilà, on peut dire que là, on est revenu en fait balle au centre. Le titre a doublé dans une belle tendance haussière. Il a atteint un objectif majeur à 21,50. Donc, il est légitime que des opérateurs prennent des gains. Si vous êtes aussi à moyen terme sur ce dossier, vous avez en théorie un stop sous cette sorte de canal qui passe par tous les plus bas de ces dernières semaines. Tant qu'on est dans ce canal haussier, peut-être qu'on va assister à une consolidation sous la résistance, et puis ensuite une latéralisation, et puis un redémarrage haussier, et puis peut-être qu'on la passera par la suite. Donc si vous êtes moyen termiste, pour l'instant, ça monte. Et même s'il y a un spinning top et un risque de consolidation court terme, c'est haussier. Si vous êtes court-termiste et que vous avez acheté la cassure des 19,50 € et que vous voyez que ça part pas, c'est justement à cause de ce risque. Parce qu'on a atteint une résistance majeure et que depuis qu'on a atteint cette résistance majeure, les opérateurs prennent des bénéfices. Donc dans pareille situation, si ça ne tient pas au-dessus des 19,60, en théorie, vous ne forcez pas. Une petite valeur, Spinegard, biotech, soutenue par des gros volumes ces derniers mois. Donc un titre qui cotait quelques centimes, qui a fait une poussée phénoménale, x10, qui s'est stabilisé dans un range, qui en est sorti avec des volumes très importants, historiques. Ici pareil, accélération avec volume historique, retracement à 100% de l'impulsion. Ce qui est intéressant, c'est ces zones de latéralisation, de stabilisation. Regardez si je retire toutes les informations du graphique. Ce qui nous intéresse en fait, c'est ces phases-là. Stabilisation, il y en a certains qui rentrent sur le bas de la stabilisation, d'autres qui achètent la cassure et qui jouent la hausse. Là, de nouveau, on est en stabilisation. Il y a certains qui achètent le bas de la stabilisation et d'autres qui attendent la sortie par le haut. La cassure des 2,30-32 € pour relancer hypothétiquement la dynamique haussière. Ensuite, Saint-Gobain, titre trend following sur une valeur du CAC. Alors là, juste pour le plaisir des yeux, on revient pendant le Covid. On est en mars-avril 2020. Le titre Saint-Gobain est en chute libre. Et là, on s'était rendu compte de quoi? On s'était rendu compte qu'à 16, 17, 18 €, Saint-Gobain était en fait sur ses plus bas de 25 ans. Des niveaux de prix très réactifs, 1995, 2002, 2009... Et voilà, c'est assez hallucinant de regarder cette photo d'écran un an plus tard. C'est comme si les cours avaient permis une purge et puis un effet rebond derrière. Assez hallucinant, triplement des cours de Saint-Gobain. Donc voilà, faut pas oublier que les cours ont triplé, faut pas oublier que on est bien au-dessus de 2019, de 2020, qu'on anticipe le meilleur, qu'on anticipe une année de croissance de folie. C'est ce qui fait qu'on approche des plus hauts des 10 dernières années sur Saint-Gobain qui sont à 51, 52. Voilà, simplement, si vous regardez ce canal de moyen-long terme, à chaque fois qu'on est sur les bornes basses, c'est attractif. À chaque fois qu'on est sur les bornes hautes, ça l'est moins. Est-ce qu'on est actuellement plus proche de la borne basse ou de la borne haute? Je vous laisse répondre à cette question. Vous êtes un investisseur de moyen terme et vous êtes bien installé dessus, vous pouvez tracer un canal haussier. Tant qu'on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas et qu'on est dans ce canal haussier, vous pouvez vous laisser courir. Mais si à un moment donné, la dynamique venait à s'éteindre, faudrait pas s'étonner. Enfin, plus on approcherait ici des 50, 52, 3, plus ça pourrait devenir difficile au titre de monter puisqu'il serait sous son haut de canal long terme. Sword Group, alors ça c'est une valeur où là on voit donc le trou d'air Covid et la reprise majeure. Alors comme de nombreux titres qui inscrivaient des nouveaux plus hauts début 2020 avant le Covid, on est vite retourné au cours pré-Covid quelques mois après. En août 2020 on était déjà revenu au cours de janvier 2020. Et puis ensuite ce qu'a attendu de voir le marché, c'est si il y avait une traduction dans les chiffres de la suite, de la visibilité. Et les opérateurs ayant recouvré la visibilité, ils ont décidé de passer fortement à l'achat puisqu'on a cassé les plus hauts de 2020, les plus hauts de 2018
Donc cette grosse zone horizontale à 37 euros. Et ça, c'est potentiellement une nouvelle vague haussière en direction du plus haut historique, avec des plus hauts historiques ici vers 43-45 euros. Et quand on se met en données journalières, ça donne un gap d'éjection, un gap de continuation, deux gaps de continuation même. Donc là, les anciennes résistances à 36 et 38 deviennent support théorique. Si vous avez du sword group dans la latéralisation ici ou ici et que ça part comme ça aussi fort, aussi vite, soutenu par de beaux volumes, bravo à vous et n'hésitez pas à vous laisser porter par le mouvement. Ensuite, ALTBG, The Blockchain Group. Alors, rappel d'importance, The Blockchain Group, c'est un groupe qui travaille autour de la blockchain et qui ne travaille pas dans les cryptos, qui ne détient pas de Bitcoin ou d'Ethereum comme les sociétés américaines comme Riot ou Mara. C'est une société qui profite de l'engouement autour des cryptos et du secteur et des valeurs autour de la crypto. Et c'est ce qui explique que ce titre soit soutenu depuis plusieurs trimestres. On aurait pu croire que lundi, parce que le Bitcoin avait passé 60 000 $, elle pourrait accélérer, mais le Bitcoin est retombé dans la foulée, elle est retombée aussi. J'ai l'impression que c'est ce que jouaient les opérateurs ce lundi, en cassant ce niveau à 2,03. Ils voulaient jouer la hausse du Bitcoin via une action. Sauf que cette action, eh bien, ce n'est pas une action de Bitcoin, c'est pas une société qui détient du Bitcoin. Mais quand même, point positif, c'est une belle dynamique haussière de moyen terme et on est dans un triangle. Si on arrive à sortir de ce triangle par le haut, si on casse les 2,15, 2,20, on relance la dynamique haussière avec pour objectif les 2,40 puis les plus hauts ici à 2,60 voire plus. Le risque baissier, c'est que le Bitcoin latéralise, que le marché action ne soit pas forcément porteur sur les small et qu'elle aille de nouveau chercher sa zone horizontale de prix. Et qu'on oublie en fait ce triangle au profit d'une dynamique un peu plus lente peut-être. Vous voyez, ici The Blockchain stabilise, redémarre, revient à zéro, stabilise. On peut très bien être dans le même type de mouvement. On peut peut-être très bien être dans une latéralisation comme ça un certain temps avant d'éventuellement repartir dans le sens de la tendance à la hausse. Donc il faut en être conscient. Pour l'instant, la borne basse du triangle que j'avais tracé tient, la dynamique est haussière, mais on reste prudent et on garde en tête qu'il n'est pas inconcevable d'aller de nouveau faire un trou d'air avant d'éventuellement repartir. Et puis on finit avec Wallix dans la cybersécurité. Lorsque l'État a annoncé un plan de soutien des contrats dans la cybersécurité, Wallix elle était à 26. Et ces annonces n'ont pas fait bouger le titre. Du coup ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit qu'il fallait peut-être rester un peu à l'écart. Elle n'est pas très facile à lire Wallix, mais prenons du recul. On a pas mal parlé de cette action 2019. On en a parlé aussi début 2020. On a vu que l'action cassait sa MM200 et prenait appui dessus ici à 14 € en octobre. C'était une des actions que j'ai données dans ma liste favorite de titres en novembre. On était à 15-16, elle cassait des résistances et l'objectif c'était les 30. Vous voyez que l'objectif a été rempli. Elle est revenue chercher les 30, niveau de prix travaillé en 2018. On y a échoué à 2 reprises, donc ici l'échec était relativement propre. Elle a tenté une fois, ça marche pas. Elle tente 2 fois, ça marche pas. Il y a un avalement baissier derrière. On comprend qu'elle n'y arrivera pas. Donc on sort et puis on laisse le titre consolider. Si les indices tiennent, voire relancent, elle peut tenter quelque chose. Elle peut être en latéralisation ici, puis repartir après. Si les indices flanchent, elle peut faire un gros trou d'air. Et c'est là où elle m'intéresserait. C'est que si elle fait un nouveau trou d'air en direction des 20 €, on reviendrait en fait tester une zone acquise. Et on reviendrait dans un rythme de progression un peu plus normal. Vous voyez ici, je prends une oblique, je la fais passer par les plus bas, ça arrive vers 18 €. Ici, j'ai un niveau horizontal à 17,50 €. Ici, j'ai la MM20 à 18,30 € qui est montante. Donc si et seulement si Wallix nous gratifiait d'une seconde vague baissière et qu'elle revenait ici entre 18 et 20 €, je prends des chiffres extrêmement larges parce que c'est Wallix et qu'elle peut faire des mèches de 15%.
Si Wolix repasse sous 20, il peut devenir intéressant de rentrer sur le dossier parce que dossier désormais haussier qui est sorti par le haut d'une large bande de fluctuations dans un secteur qui est intéressant, qui permet de se diversifier, un secteur qui en théorie, la cybersécurité devrait augmenter dans les trimestres, les années à venir, avec toutes les attaques dont on entend parler. Donc un dossier intéressant. Sur repli, sur accident, on n'hésiterait donc pas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vois que Atari tente sa poussée. On sera vite fixé. Est-ce qu'elle va réussir à casser les 0,57 et accélérer, voire même à gober les 0,60 pour vraiment enfoncer le clou, ou est-ce qu'on va s'arrêter là? Le suspense est à son comble. Je vous rappelle donc que demain, mercredi soir, on a le FOMC, que on va avoir le discours de la Banque centrale sur les perspectives de taux et d'inflation. Ça va faire bouger les marchés. On a un CAC 40 qui est pour l'instant haussier, stable sous ses records de 2020. Et voilà, on est dans un marché où il faut savoir naviguer. Il n'y a pas énormément de flux sur les small caps. Il y en a sur certains dossiers, il faut les trouver. Et sur les grosses valeurs, faites attention à bien rester sur des dossiers en tendance et à faire attention aux dossiers accidentés comme par exemple Biomérieux qu'on a vu tout à l'heure. Ou à peut-être s'intéresser à des dossiers décorrélés comme Métropole TV ou à des dossiers sur lesquels se passent des opérations comme Danone, où on a un PDG qui sort. Voilà, sur ce, c'était un petit peu long, mais je l'espère complet et source d'enseignement pour vous. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine. Vous me retrouvez sur Twitter, sur le site de Zone Bourse et à mardi prochain pour les marchés en action. Au revoir à tous.